Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui, on est de retour avec une interview. Tu n'es pas la première invitée féminine, mais ma copine m'a dit mais il faut que tu invites des femmes aussi. T'as eu que des mecs jusqu'à maintenant. Donc je réponds présent au défi. J'accueille aujourd'hui Elisabeth Da Silva qui pratique l'acupuncture, la micronutrition, et puis à chaque fois que je te vois, il y a des nouvelles lignes qui s'ajoutent au CV. Elisabeth, bienvenue. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses, mais ta discipline de base, c'est l'acupuncture, la médecine chinoise. Je te propose peut-être de m'expliquer un peu qu'est-ce qui t'a amené à ça déjà, Oui. et puis un peu quelles sont les bases quand on se dirige vers ce genre de thérapie. Ok. Alors, c'est assez étonnant parce qu'à la base, je suis architecte. Donc, je n'étais pas du tout acupunctrice. Et j'ai fait un changement drastique de voie il y a quelques années en arrière quand je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à trouver qui que ce soit qui m'aide dans moi les problèmes que j'avais. Je me suis dit, en fait, j'ai littéralement pété un câble. J'ai dit, s'il n'y a personne qui arrive à m'aider, je ferai moi de la médecine et je m'auto-aiderai. Donc, la vraie raison, c'est ça. Et je me suis dit, ok, mais je fais quoi? Parce que je ne vais pas faire 7 ans de médecine et devenir médecin et je ne suis même pas sûre que ça me plairait. Je me suis dit, j'aimerais quelque chose qui puisse soigner un peu diverses pathologies, qui ne soient pas compliquées, qui n'aient pas besoin d'avoir forcément de médicaments ou forcément une aide extérieure. Et je sais pas trop comment, je suis arrivée à l'acupuncture. Je me suis dit, mais c'est parfait. Parce que du coup, il n'y a pas besoin de faire un travail à la maison. On vient juste au cabinet. La séance, elle se fait, qu'on soit conscient ou inconscient. Voilà. Il n'y a pas de... Enfin, là, je parle de conscience, pas grand problème. Il vaut mieux être conscient. Il n'y a pas besoin de travailler sur quoi que ce soit. On peut rentrer et on n'a pas besoin de prendre un truc sur le long terme. Et je me suis dit, mais en fait, c'est assez fou ce que ça peut faire. C'est une médecine millénaire, ça fait plus de 5000 ans qu'on l'utilise. Je me dis, si ça ne fonctionnerait pas, peut-être qu'on aurait arrêté. Mmh. Et plus j'ai découvert l'acupuncture, plus j'ai trouvé ça hyper fascinant. Et l'acupuncture, c'est juste une petite partie de la médecine chinoise qui a plusieurs branches. Moi, celle que j'utilise vraiment, c'est du coup l'acupuncture, la diététique et la pharmacopée. Donc, c'est la diététique, c'est tout le côté nutrition que je suis allée pousser et pas seulement sur le côté médecine chinoise, mais aussi nous, comme on mange aujourd'hui, parce qu'on ne mange pas comme des Chinois, en tout cas pas en Europe. Et la pharmacopée que j'ai poussée aussi en micronutrition. Comme ça, j'ai vraiment une palette hyper large pour soigner les personnes qui en ont besoin. Qu'est-ce que c'est la pharmacopée? La pharmacopée, c'est du coup la phytothérapie, mais version chinoise. Donc, ça veut dire que la phytothérapie, c'est uniquement les plantes, si je ne dis pas de bêtises. Et la pharmacopée, c'est plus large. Donc, il peut y avoir des coquillages. À l'époque, il y avait des os d'animaux. On soignait les fractures avec des os de singe, chose qu'on ne peut plus trop faire. C'est plus très éthique et c'est pas très vegan. Donc, on ne le fait plus. Mais c'est du coup un peu plus que les plantes. Ça va sur tout ce qui est vivant. Et ça, c'est quelque chose que toi, tu confectionnes aussi? Non, il y a des labos qui font ça. Et du coup, je travaille directement avec les labos qui vont aller chercher les plantes là-bas ou qui font pousser en Europe, si c'est possible. Ce qui n'est pas toujours possible parce qu'on a l'Asie a une diversité de plantes qui est hyper impressionnante par rapport à ce que nous, on peut avoir en Europe. Et ça travaille beaucoup avec des synergies. Nous, ici, on a l'habitude d'utiliser une plante pour une chose. Niveau médecine chinoise, ils vont faire plein de plantes, les mélanger, faire des synergies. Et du coup, c'est souvent beaucoup plus puissant. Ok, donc c'est plutôt avec des plantes asiatiques que des plantes d'ici. Exact. Ok. Et donc, l'acupuncture, c'est quelque chose que toi, t'as aidé? C'est une technique qui t'avait aidé à l'époque? C'est ça qui t'a amené à ça? Exact. C'est ma mère qui m'a amenée chez un acupuncteur où elle allait chez lui. Et du coup, j'étais jeune, je devais avoir 15 ans, donc c'est relativement tôt quand même pour aller chez l'acupuncteur. Et ça m'avait vraiment beaucoup aidée. Elle, ça lui a complètement soigné ses allergies. Chose que moi, ça n'avait pas fonctionné sur moi, mais ça avait quand même fait plein d'autres choses. Et je me suis dit, ok, ça c'est vraiment assez fou.
Et c'est resté pendant très longtemps dans un coin de ma tête, déjà à l'époque, avant de faire mes études d'architecte. J'avais hésité à être acupunctrice et je me suis dit, mais je suis trop nulle pour faire médecine. Donc ça, c'est drôle. Je m'étais mis ça en tête. Et finalement, tant mieux, parce que je me dis, qu'est-ce que j'aurais fait peut-être à 20 ans à ouvrir mon cabinet. J'aurais pas eu le bagage que j'ai actuellement. Donc finalement, tout était parfaitement aligné et mon envie d'ado, finalement, elle est ressortie. C'est hyper cool parce que justement, j'hésitais à t'écrire avant, je me rappelais plus ce que tu avais fait avant acupunctrice. Je me suis dit, non, ça sera l'occasion de le faire. Et c'est cool parce que je crois que j'ai accueilli que des gens qui avaient des parcours qui ont changé totalement de profession à un moment donné de leur carrière. Donc c'est toujours hyper riche. Est-ce que le côté archi, tu le gardes quelque part est-ce qu'il ressurgit dans ton activité par moment? C'est quelque chose que j'adore conceptuellement. Ça veut dire que l'idée de faire des intérieurs, l'idée de faire soit de la décoration, soit de la création, soit de casser des murs, etc., c'est quelque chose qui me plaît. Mais je pense que, en tout cas en Suisse, je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais moi j'ai travaillé uniquement en Suisse, c'est pas très intéressant. On va faire surtout on va faire des choses qui ne m'intéressaient pas et je me suis très vite ennuyée et je me suis dit non, mais je ne peux pas faire ça pendant 30 ans dans ma vie. Mais ça reste une passion que j'ai utilisée dans ma vie personnelle mais que je n'utiliserai pas forcément dans ma vie professionnelle. Tu gardes le côté créativité mais exactement, c'est ça. Plus la confection c'est ça. Du bureau, ok. Mais le côté graphisme m'a toujours aidée parce que du coup, j'utilise mon graphisme sur Instagram, sur les posts que je fais sur Instagram et c'est tout ce que j'ai appris à l'époque. Donc, à nouveau, il n'y a pas de hasard. Moi, c'est là où je me console aussi. J'avais voulu rentrer à l'ECAL à l'époque. Donc voilà, je me console aussi sur Canva. C'est ça. je fais ce que je peux. Photoshop pour les nuls. Ouais, alors c'est ça. Ouais, non, Photoshop, je m'y suis pas encore mis. Maintenant, du coup, tu as ton cabinet, tu fais plus que ça à 100%. Ouais. C'est quoi? Je sais que tu accompagnes beaucoup au niveau de la douleur, gestion des douleurs, exact. Et aussi dans tout le domaine de la fertilité au sens large. C'est quoi un peu les problématiques que tu accompagnes et de quelle manière? Alors, j'ai choisi ces deux spécialités-là parce que du coup, c'est très efficace en fait pour tout ce qui est les douleurs. C'est vraiment une autre approche et on n'a pas besoin d'avoir tout le temps des médicaments. Donc de ce côté-là, je vais avoir une palette assez large qui va, comme je dis, c'est tout ce qui finit en IT en règle générale. Donc tout ce qui est conjonctivite, tendinite, cystite. Souvent, c'est des choses à répétition qui permettent d'être vraiment guéris. Sans avoir juste à prendre des antidouleurs sur le long terme. Et tout ce qui est au niveau de la gestion de la douleur pour l'oncologie, donc, le cancer, les douleurs, des chimiothérapies, etc. Ça fonctionne vraiment super bien. Et ça peut se mélanger avec tout ce qui est médicamenteux, pour le coup, sans devoir rajouter des surdoses de médicaments. Donc ça, c'est vraiment ce que je vais faire le plus. Après, bien sûr, des douleurs de nuque, des douleurs posturales à cause du travail ou ce genre de choses. Et pour tout ce qui est fertilité, ça m'a passionnée. En fait, j'ai commencé avec la gynécologie au sens large et puis je me suis spécialisée en fertilité parce que on est obligé d'aller fouiller un peu plus loin. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau fertilité, il y a souvent des précurseurs. C'est pas un jour on arrive et puis on a une hypofertilité et c'est comme ça. Non, il y a souvent quelque chose qui se passe soit au niveau insuline, soit au niveau cortisol, soit au niveau thyroïde, soit au niveau stress, voilà. Et j'aime assez aller fouiller ce qui fonctionne pas parce que non seulement ça résout souvent le problème et ça change littéralement la vie des personnes. Ça veut dire que quand on va chercher le petit grain de sable qui a fait tout dégringoler, c'est un travail qui est pas toujours facile parce que du coup il faut faire un effort. Mais au final ça vaut le coup, que ce soit pour la santé au sens large, pour la fertilité et aussi pour tout ce qui est mental. Il y a vraiment un effet important. Et ça, donc, niveau fertilité, tu travailles autant avec des femmes que des hommes? Oui, exact. J'ai pas mal de couples qui viennent ensemble parce que pendant longtemps, on pensait que c'était qu'un problème de femmes et on sait de plus en plus que c'est pas vrai. Donc, il y a, certes, des fois, c'est les femmes, des fois, c'est que les hommes, des fois, et très souvent, c'est les deux. Ok. Et comment tu fais pour isoler finalement ces variables? Parce que moi, c'est un challenge que je peux avoir aussi en termes de santé mentale. Oui. La vision aussi traditionnelle, c'est on se concentre que sur
l'esprit. Et puis, je pense que si on a encore cet état d'esprit maintenant, c'est grave parce que finalement, la santé mentale, c'est l'activité physique, c'est ce qu'on mange, c'est les hormones, on va y venir tout à l'heure. C'est tout un tas de variables qui sont parfois difficiles à isoler. Toi, c'est comment que tu arrives à détecter, faire ton enquête? Souvent, les personnes qui viennent me voir sont soit en parcours PMA, soit on essaie depuis un PMA, c'est procréation médicalement assistée pour ceux qui ne savent peut-être pas, ou soit des personnes qui essayent depuis un moment et qui voient que voilà, ça fait 2-3 ans, il n'y a rien qui se passe, comment est-ce que je peux faire? Donc, soit il y a clairement un diagnostic, qu'il y a un problème au niveau des spermatozoïdes ou au niveau des ovaires, soit parfois il n'y a rien. Et du coup, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que souvent, très très souvent, même de plus en plus, j'ai des personnes qui sont en parfaite santé. Donc tout va bien, pas de stress particulier dans leur vie, au niveau en tout cas corporel, tout est ok et pourtant ça fonctionne pas. Et c'est là que je trouve que la médecine chinoise est vraiment fantastique parce que du coup, de un, on n'a pas besoin d'avoir un truc hyper précis. Et comme je dis, c'est pas juste mettre un sparadrap sur un problème, c'est qu'on va aller regarder de manière plus intégrative. On va traiter un terrain. Donc ça veut dire que la personne, elle a forcément un dérèglement dans son terrain. Et on traite le terrain et on fait des points, évidemment, en acupuncture spécifique pour la fertilité. Mais c'est pas que ça, c'est pas un point magique. Sinon, voilà, on sortirait un point et on dirait appuyer dessus tous les jours pendant 10 minutes et tout le monde tombe enceinte. Ouais. c'est pas aussi simple que ça, en fait. Donc c'est vraiment une gestion du terrain. Souvent, moi, je conseille de l'alimentation et de la micronutrition. Ça permet, on est dans une période de vie où tout va plus vite. On ne peut plus attendre 3 ans pour que ça fonctionne. Donc maintenant, il faut faire ça vite, il faut faire ça bien. Donc ça aide en fait à aller pousser l'acupuncture. Même si je pense que l'acupuncture, elle se suffit à elle-même. D'avoir d'autres choses, c'est bien. Et surtout, l'alimentation, c'est une énorme base. Parce que, comme je dis souvent, on veut construire une maison pour mettre un bébé dedans. Si on est constamment en train de jeter de l'huile sur le feu, en fait, elle ne sera jamais construite. Donc, il faut peut-être enlever tout ce qui est inflammatoire. C'est une grande base. Pas pour tout le monde, parce que c'est vraiment spécifique à chaque personne, mais il y a une énorme part d'inflammation chronique. Et si le corps il est constamment en train de gérer l'inflammation, il ne gérera pas le reste. La fertilité, c'est jamais la priorité du corps, en fait. Ok. C'est intéressant de parler en termes de priorité. Je vois que le passé d'architecte, du coup, revient dans les métaphores. Ok. Je trouve que c'est intéressant aussi parce que c'est une façon de responsabiliser les gens aussi par rapport à leur santé. Le fait de travailler sur la nutrition, oui, ça évite aussi de devoir revenir en traitement constamment, même si je doute pas qu'ils ont beaucoup de plaisir à venir te voir. C'est une façon de donner certaines clés. Oui. Maintenant, parce que c'est toujours une chose, et ça, je pense que c'est un gros problème que rencontrent tous les nutritionnistes, c'est que c'est une chose de dire ce qu'il faut faire, c'en est une autre pour que les gens arrivent à le mettre en place. Et Dieu sait si l'alimentation, c'est pas forcément facile à mettre en place des changements comme ça. Comment toi, tu accompagne les gens pour qu'ils arrivent et ils soient d'accord aussi de mettre ces changements en place, alors qu'à la base, ils venaient juste pour que tu leur mettes des aiguilles? Je pense que c'est à chacun de se responsabiliser. Donc moi, j'ai jamais obligé qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Je donne des pistes. La plupart du temps, les gens le savent. Donc ça veut dire que c'est pas, ils se disent pas ah bon, le sucre c'est vraiment quelque chose de problématique, mon paquet de M&M's tous les soirs ça va vraiment impacter ma santé. C'est rarissime que les gens soient pas un tout petit peu au courant. Donc la plupart des personnes vont faire un effort et il y en a aussi qui ont juste décidé de base qu'elles feront pas d'effort. Et c'est là où tant mieux qu'il y ait l'acupuncture parce que sinon ce serait compliqué. C'est juste que ça va moins vite en fait et que c'est moins intéressant au niveau de la santé globale. Mais je pense que voilà, les personnes doivent se responsabiliser, surtout quand il y a des trucs très précis, par exemple SOPK. On sait que maintenant c'est un problème de métabolisme et pas juste un problème hormonal ou gynéco, où c'est avec un apport de sucre qui est trop élevé, qui fait des dérèglements d'insuline. Donc là, si on veut régler ça, il y a un travail vraiment à faire. Et les personnes, si on leur explique bien, en fait, elles font ce travail. Ok. Donc SOPK, c'est syndrome des ovaires polykystiques. Exactement. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui peut se traiter, notamment avec la nutrition? Oui, qui peut... Alors,
On peut diminuer. Le problème principal de ce syndrome-là, c'est que ça va faire des cycles très longs. Ça veut dire qu'on dit souvent les règles sont en retard et c'est jamais vrai. Ça veut dire que c'est pas les règles qui sont en retard, c'est l'ovulation qui est décalée. Donc des personnes qui ont des cycles de 60 jours, elles vont avoir des tentatives d'ovulation. Donc on va avoir le cycle comme ça et on va avoir une première tentative, ça va pas fonctionner, une deuxième tentative, ça va pas fonctionner, une troisième tentative qui va fonctionner, ça va faire l'ovulation. Et on sait que après l'ovulation, les règles arrivent entre 11 et 16 jours. Donc en fait, c'est la période préovulatoire qui va déterminer ça. Et dans le syndrome des ovaires polykystiques, c'est un abus de langage parce que c'est pas réellement des kystes. On penserait que du coup on a des ovaires et qu'on a des kystes dessus. En fait, c'est pas ça. Okay. C'est que on a dans nos ovaires on a des follicules et on est censé en avoir certains qui sont plus grands et c'est eux qui vont permettre d'ovuler. Et en fait, pour ce syndrome-là, ils vont tous rester tout petits et ça va faire, si on fait une écho, en fait, on dirait de l'extérieur qu'il y a des petits kystes. Et du coup, c'est pour ça qu'on a appelé ça du SOPK, parce qu'en fait, on a un peu des follicules vides. Et donc, ça ne permet pas d'avoir une ovulation. Sans ovulation, pas de bébé. Et pas de règles. Ok. Donc, je ne sais pas si ça répond exactement à la question. Alors, tu m'expliques déjà bien le fonctionnement. C'est bien parce que je pense que je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de femmes qui écoutent ce podcast. Je pense qu'elles ne sont pas toutes au courant non plus. Non, la plupart des gens, même les personnes qui ont le syndrome, pensent qu'elles ont des kystes. Ce que je trouve d'ailleurs un peu grave qu'on ne leur explique pas aussi bien que ça, parce que c'est quand même leur corps et on leur dit juste « Oh, vous avez un SOPK » et voilà. Ouais, et puis j'ai l'impression qu'on ne parle pas forcément à nouveau de peut-être ce qui peut être fait au niveau de l'alimentation, par exemple. Oui, c'est ça. Et là, ce sera vraiment gestion du sucre. C'est hyper important, gestion de la glycémie. Éviter de manger du sucre en tant que tel, du sucre des pâtisseries ou des bonbons, etc. Mais aussi de ne pas avoir une énorme partie de glucides dans nos plats. Ça veut dire qu'on a un peu cette tendance à avoir la moitié de l'assiette de pâtes, un steak et un petit peu d'haricots verts. Et en fait, on peut manger exactement la même chose, mais juste transformer légèrement l'assiette. Donc on fait la moitié d'haricots verts, des pâtes et un steak. Mais du coup, en changeant juste cet ordre-là, enfin la part dans l'assiette, ça change déjà énormément. Et l'ordre dans lequel on le mange aussi. C'est, ceux qui sont sur Instagram connaissent peut-être Glucose Goddess. Ouais. Et ce qu'elle dit, c'est assez intéressant justement de créer un lit en fait, pour les glucides. Donc commencer par les légumes, ça va permettre en fait, de ne pas faire ce gros pic d'insuline. Et du coup, aiderait totalement pour tout le monde... pour sa santé, ça devrait faire ça, mais particulièrement pour le SOPK, par exemple. C'est là où, justement, la nutrition, c'est un gouffre sans fond, oui. Parce que qui peut être des fois décourageant, je pense, quand on cherche à faire ces changements, parce qu'on se dit, ah ok, mais il faut que je mange ça, il faut que je change telle chose, puis après, c'est encore l'ordre dans lequel je dois le faire. Après, moi, j'ai fait des changements un peu comme ça, et je peux comprendre la frustration des fois. Il faut y aller un peu pas à pas. C'est ça. Parce que sinon, j'ai l'impression que c'est une avalanche. On se dit, oh là là, il faut que je change ça, puis que je mange. Enfin, c'est une révolution dans l'alimentation. Il y a des gens à qui ça va convenir, d'autres, c'est plus compliqué. D'ailleurs, je me suis senti visé par un de tes posts hier. J'ai lu et alors, j'ai trouvé ça super intéressant. Ça m'a rappelé des trucs justement dont j'étais un peu conscient, mais tu parlais justement de l'inflammation. Notamment dû au gluten, aux produits laitiers. Tu mettais si vous avez des allergies, si vous avez une maladie chronique, des choses comme ça. Je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que tu me l'as pas envoyé directement? Et du coup, en même temps est venue la frustration parce que je me suis dit, bon, ok, mais j'essaie de faire des efforts sur l'alimentation. Je fais beaucoup de sport, donc on me dit qu'il faut que je prenne beaucoup plus de protéines. En même temps, j'essaye de pas manger trop de viande, donc j'en mange quasi pas. Je mange principalement végétarien. Et comment est-ce que tu fais pour avoir ces apports suffisants tout en mettant de côté le gluten, les produits laitiers? On va dire déjà que c'est un choix conscient. Ça veut dire que je sais pourquoi je le fais. C'est pas facile tous les jours, mais je me sens mieux au jour le jour déjà. Et c'est assez étonnant parce que le gluten, c'est un grand oui, il faut le faire, non, il faut pas le faire. Et je pense que
c'est faux maintenant. On a des centaines et des centaines d'articles qui prouvent que le gluten est inflammatoire. Et du coup, si on est en recherche de baisser son inflammation, c'est primordial. Pour moi, on peut plus dire non, mais c'est pas grave si en fait il y a un problème avec le gluten. Et c'est pas tellement notre faute non plus, c'est le fait qu'on ait changé la molécule du gluten. Ça veut dire qu'avant, on avait des blés, les blés anciens, typiquement, on va prendre l'exemple du kamut, qui étaient des blés que nos grands-parents consommaient. Donc eux, ils mangeaient effectivement du pain et ça leur faisait pas la moitié de ce qu'on avait. Parce qu'on dit tout le temps, ah, mais mes grands-parents, ils mangeaient du fromage et du pain, pourquoi maintenant c'est un problème? Parce qu'on n'a plus la même qualité. Donc c'est une question de qualité qui a été perdue. Ils mangeaient du pain qui avait un blé, du coup, qui n'avait pas été modifié. On a modifié le blé pour qu'il soit plus court, pour qu'il résiste aux intempéries et qu'on perde moins. On a arrêté de mettre du levain dans le pain. Le levain, il cassait une grande partie des molécules de gluten. Donc, si tu veux manger du pain, mange du pain au levain. Ça sera de toute manière mieux. Et surtout, c'est omniprésent. Et c'est ça le gros problème du gluten et des produits laitiers. C'est que de la poudre de lait, si on s'amuse à retourner les étiquettes, il y en a de partout. Et du gluten, pareil, n'importe quelle sauce industrielle qu'on va acheter, il y aura du gluten ou des dérivés de gluten. Ça épaissit, c'est de la farine. Le gluten, c'est vraiment cette colle. Donc, en fait, on en retrouve dans les produits logiques, pain, pâtes, etc. Mais aussi dans tous les produits dérivés, on se dirait jamais, de la sauce soja, la plupart des gens ne savent pas qu'il y a du gluten dedans. Alors qu'en fait, c'est hyper facile de prendre l'alternative qui s'appelle le tamari, qui est de la sauce soja, mais qui a eu une fermentation lente, et du coup, c'est pas juste on met du gluten dedans, puis ça fait de la sauce soja, quoi. Donc c'est ce genre de petites choses où effectivement, si on s'y intéresse pas, c'est compliqué. Parce qu'en fait, on a l'impression de constamment faire faux. Et je pense qu'il faut pas se mettre une méga pression. Il faut essayer déjà de faire le mieux qu'on peut, de pas forcément arrêter du jour au lendemain. C'est pas hyper intelligent parce que les alternatives au gluten, en fait, elles sont pas non plus incroyables. Parce que du coup, si on prend les pâtes, par exemple, on va arrêter de manger des pâtes de blé, on va prendre des pâtes sans gluten qui sont souvent à base de maïs et de riz et en fait qui sont des bombes de sucre. Donc finalement, est-ce que réellement c'est mieux? Non. Il faudrait juste pas manger des pâtes tous les jours. Et puis, de temps en temps, si on n'a pas de problème d'inflammation, qu'on n'a pas de problème d'auto-immunité, on peut se permettre des pizzas, on peut se permettre... je pense que la frustration est parfois pire que de manger du gluten. Donc, c'est la qualité et la quantité. C'est vraiment ça. Si on mange peu de tout, en fait, on peut tout manger. Ok. Je trouve intéressant parce que... je suis passé plusieurs fois dans ce genre de processus et dès le moment où tu vas dans un supermarché, si tu commences à checker les codes barres, les étiquettes avec Yuka par exemple, là t'enlèves 90% du magasin. Après, si tu te dis ok, je veux manger local, de saison, bio, si possible plutôt végétarien, si après tu rajoutes encore moins de gluten, pas de produits laitiers, ça devient hyper difficile. Et c'est vraiment... Tu fais une crise d'angoisse au milieu du magasin, quoi. C'est ça, c'est soit on a un planning et puis du coup, toutes les semaines, on mange la même chose, soit ça devient vraiment difficile. Et je pense qu'il y a un choix à un moment à faire. Parce que pour avoir testé, c'est impossible de manger sans gluten, sans maïs, sans gluten, sans produits laitiers, sans faire des pics de glycémie locales et de saison. En fait, on mange quoi? On mange rien. Donc, il y a un moment, il faut faire un choix. Et je pense que ça, c'est propre à chacun. Il y en a qui décideront que ils vont pas manger sans gluten ou sans produits laitiers. Surtout en Suisse, c'est pas facile. Les produits laitiers sont aussi omniprésents. C'est notre culture. Donc voilà, c'est pas facile d'en enlever. Et peut-être qu'il faut juste pas les enlever. Il faut juste pas en manger tous les jours, quoi. Oui, puis c'est ça, parce qu'après, finalement, tu retombes dans... Même si tu fais le truc parfait, t'enlèves en fait une diversité. Et finalement, ça s'appauvrit. Oui, c'est ça. Et puis, il y a des choses positives aussi dans les produits laitiers. C'est juste que on est censé manger 30 grammes. 30 grammes, voilà. Quand on mange une fondue, on est plus autour des 200 grammes par personne que 30 grammes. 30 grammes, c'est par jour ou... Ouais, 30 grammes par... Ouais, et encore, par jour si on décide qu'on devrait en manger tous les jours. Donc, ce serait une tranche. Qui mange une tranche? Quand je mange du fromage, je mange du... Voilà, j'en mange pas tout le temps, mais oui, évidemment, je mange des pizzas de temps en temps et une fondue en hiver, mais ça va pas être la base de mon alimentation. Et je sais que je vais pas compenser, parce que j'aime pas ce mot-là, je pense pas qu'il faut compenser.
Je pense qu'une alimentation saine, c'est manger de tout et pas se dire je vais devoir aller à la salle de sport demain parce que j'ai mangé une fondue. Jamais je me dirais ça. Je me dirais juste je me réjouis parce que j'en mange pas souvent, donc je vais tellement la savourer, elle va être tellement incroyable. Et au pire, j'ai trouvé des petites techniques, par exemple des enzymes digestives. C'est des enzymes, ça va être par exemple le protéase, lactase, lipase, qui vont aider à découper et qui vont aider en fait à digérer plus facilement, et ça évitera que ça stagne, parce que le problème de tout ce qui est très lourd et inflammatoire, et qui a mangé une fondue dans sa vie sait que c'est pas le plus digeste, ça aidera au moins à pas faire ce processus inflammatoire encore plus, quoi. Donc on peut trouver des petites techniques comme ça. Je crois que la transition est parfaite pour qu'on parle justement, là on parle de nutrition. J'ai déjà eu quelques épisodes où on parlait de nutrition et de santé mentale, mais toi tu travailles particulièrement sur le côté aussi hormonal, qui est quelque chose auquel je m'intéresse de plus en plus, mais sur lequel je manque encore largement de connaissances. C'est pour ça que tu es là. Explique-moi un peu toi les interactions que tu vois entre notre santé physique, mentale surtout, et les dérèglements hormonaux. Oui. Les hormones, on a tendance à croire que c'est juste un peu œstrogène, progestérone, testostérone, mais on oublie qu'en fait, il y a plein d'autres hormones. Et du coup, on en a parlé tout à l'heure, l'insuline. L'insuline, du coup, c'est une hormone qui est sécrétée par le pancréas et qui réagit vraiment à ce qu'on mange. Donc, c'est, par exemple, les diabétiques, soit ils naissent, soit très vite pendant l'enfance, en fait, on se rend compte qu'ils ne peuvent pas produire d'insuline. Et c'est pas bien, c'est pas bien. Il n'y a pas de choses négatives, en fait. Notre corps, il fonctionne d'une certaine manière. Donc, on a besoin d'insuline pour faire rentrer le sucre dans les cellules et que ça serve de carburant énergétique. Donc ça, c'est hyper important. Sauf que à force de manger trop de sucre, et ça peut être des sucres naturels, typiquement des pâtes, en soi, ça reste tout ce qui est carbohydrates, glucides, ça va constamment stimuler en fait le pancréas, qui va constamment devoir produire de l'insuline. Sauf que au bout d'un moment, il n'y arrive plus. Donc ça fait ce qu'on appelle les diabètes de type 2. Et maintenant, on connaît même les diabètes de type 3 qui sont en fait l'Alzheimer. Donc on sait que maintenant, ça fait... c'est toujours la même chose, c'est toujours autour de l'inflammation. Alzheimer va faire du coup de l'inflammation au cerveau, qui va éteindre certaines parties du cerveau, et c'est lié directement avec les intestins. Donc en fait, on sait que les personnes qui ont Alzheimer, c'est un peu trop tard de changer d'alimentation, mais en tout cas, c'est possible de faire de la prévention en mangeant non inflammatoire, donc en diminuant gluten, produits laitiers. Et moi, je suis pas trop pour enlever la viande. Je pense que sinon, on n'arrive pas à nos quotas de protéines, qui était ta question. Donc, je pense que, à nouveau, la qualité de la viande, soit bio si possible, soit en tout cas peut-être locale, ou quelque chose qui fait. Enfin, si le poulet a pu courir, c'est quand même mieux. Donc, ouais. On a vraiment ces liens inflammation, alimentation et problèmes de société, quoi. Donc il y a tous les l'alimentation, à nouveau, ça paraît bête de le rappeler, mais on a tendance à l'oublier, ça a un impact sur tout le corps, notamment les hormones. Il y a aussi, on en parlait un petit peu en off, tous les médicaments par exemple qui viennent modifier les taux d'hormones. Il y a la pilule contraceptive ou tous les autres contraceptifs hormonaux. Toi, c'est quoi un peu ton expérience avec ça, et qu'est-ce que tu constates, ton expérience personnelle aussi, entre les liens entre ça et ta santé mentale? Oui. Moi, j'ai eu un burn-out en 2013 qui était multifactoriel. Je pense qu'on n'a pas un burn-out juste parce qu'il se passe un truc. Ça allait pas. C'était à l'époque où j'étais architecte, et déjà je me rendais compte que c'était pas possible. Et j'avais un peu ce truc de est-ce que je change, est-ce que je change pas. Quand même, j'ai fait des études, ça a coûté de l'argent, mes parents m'ont aidé, qu'est-ce qu'ils vont penser. Enfin bref, c'est parti un peu dans tous les sens, mais j'étais pas heureuse. Mais ma vie personnelle, c'était pas ce qui me plaisait. Et en fait, j'ai fait un lien direct avec le moment aussi où j'ai mis l'anneau contraceptif. Donc j'ai testé plusieurs types de contraceptifs pendant un moment, donc pilule, anneau contraceptif, je sais plus ce que j'avais testé d'autres, mais bref, plusieurs choses, les patchs, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que la période où j'ai vraiment fait mon burn-out correspondait parfaitement au moment où j'ai mis l'anneau contraceptif, et où ça a commencé à faire un dérèglement hormonal important. Et on parle d'il y a 10 ans. Donc il y a 10 ans, personne ne parlait de ça. Et mon gynéco me disait que c'était impossible. Et un jour, en fait, il n'était pas là.
Et c'était un remplaçant, du coup, qui est venu. Et il m'a regardé, il m'a dit « Mais madame, vous devez tout arrêter, vous êtes intolérante aux hormones de synthèse. » Et là, je lui dis « Mais je fais quoi ?» Parce que du coup, sans contraceptif, et à nouveau, il y a 10 ans, on parlait pas de toutes les alternatives qui existaient. C'est là, bah, c'est bien sympa, mais je fais quoi maintenant Et du coup, j'ai pas trop eu le choix, j'ai arrêté. Et j'ai vraiment vu une différence flagrante dans ma santé mentale. Et en fouillant un petit peu, je me suis dit, mais pourquoi ? Et j'ai vu le lien entre contraception et B6. B6 qui est un qu'on a dans l'alimentation. En règle générale, on n'en manque pas. Mais la pilule, typiquement, ou d'autres types de contraceptifs, mais particulièrement la pilule et l'anneau, vont aller manger tous les stocks de B6. Et en fait, ça rend les gens dépressifs. Donc, je trouve ça assez fou qu'on le sache pas. On en parle de plus en plus, mais ça reste quand même un truc un peu tabou, parce que du coup, la pilule, ça a permis... Enfin, il faut pas trop la diaboliser. Ça a permis que nous, les femmes, on puisse aller à l'université, qu'on puisse travailler, qu'on puisse décider de pas avoir d'enfants et de faire des études. Donc, ça a été vraiment une méga révolution. C'est juste que maintenant, on se rend compte qu'il y a quand même des limites, comme dans la plupart des révolutions. Oui, et puis ça revient en fait à avoir un consentement éclairé quand on te prescrit quelque chose. Exact. Alors, qui lit les notices d'emballage ? Alors, on a une responsabilité aussi là-dedans. Je pense que les médecins, les gynécologues ont une responsabilité d'informer réellement de qu'est-ce qu'on prend, quels sont les bénéfices, quels sont les risques aussi. Ça vaut pour tous les médicaments, les antidépresseurs, des choses comme ça. La grande majorité des gens qui viennent dans mon cabinet, ils savent à la limite même pas ce qu'ils prennent comme antidépresseurs. On les a pas informés des risques que ça comporte aussi. Donc ça, c'est un point qui est super important. Je fais souvent une vidéo sur TikTok où je parle de ça parce que d'expérience, j'ai eu une fois une cliente qui faisait des crises d'angoisse incroyables, qui avait des symptômes dépressifs horribles. Puis moi, je sortais tout mon attirail de techniques, d'hypnose, tout ce que je pouvais faire. Puis d'habitude, il y a quand même des bons résultats. J'étais là, mais en fait, ça s'empire de plus en plus. Et c'est là que, en fait, c'est la première fois où c'est la gynéco qui a dit, mais en fait, c'est l'anneau contraceptif. Et puis, elle l'a enlevé. Alors, les hormones peuvent durer encore plusieurs mois. Ça peut aller, je crois, jusqu'à une année, parfois, si on n'a pas trop de chance. Mais ça a stoppé direct, en fait. C'est ça. Et c'est assez fou parce moi, je sais qu'en tout cas, on m'avait pas tellement demandé quoi que ce soit. C'est en fait, aux années reproductives, ou parce qu'on a de l'acné, parce que à mon époque c'était t'as de l'acné, prends la pilule. C'était un peu le truc où c'est hyper pratique, ça efface tous les symptômes. Donc en fait, on prend juste ça, et puis en plus, ça permet de pas tomber enceinte. Donc pour les jeunes filles, c'était parfait, quoi. Et du coup, la plupart des trentenaires actuels ont pris la pilule ou autre contraceptif pendant 10-15 ans. Et c'est assez fou. Il y a un livre qui est sorti là-dessus qui s'appelle « Votre cerveau sous pilule », et en fait, qui va vraiment parler de toutes les modifications qu'il y a chez la femme quand on stoppe les hormones, parce que c'est vraiment ce qu'on fait. On a les oestrogènes et la progestérone. La progestérone, elle est produite par le corps jaune, qui est produite par l'ovulation. Donc si on prend la pilule, pas d'ovulation, pas de corps jaune, pas de progestérone. Donc en fait, on enlève toute une partie hyper importante de la femme. Et c'est assez fou parce que maintenant, on se rend compte que certaines femmes qui sont en couple depuis un certain nombre d'années, ou qui font un certain travail, ou qui ont quelque chose de stable, en changeant leur contraception, et il faut pas que ça vous fasse peur, se rendent compte qu'en fait, ça leur va pas. Que du coup, on a différents goûts, on a différentes manières d'appréhender la vie, si on est sous contraceptif ou pas. Et du coup, il faut parfois redécouvrir un peu... j'ai souvent ça au cabinet, parce que du coup, les personnes arrêtent de prendre leur contraceptif pour tomber enceinte. Ils disent, mais en fait, je connais rien. Je découvre totalement mon corps. J'ai 32 ans, je commence à avoir de l'acné. Qu'est-ce qui se passe ? Et ça fait 7 mois que j'ai arrêté, j'ai toujours pas mes règles. Qu'est-ce que je fais ? Et du coup, c'est un vrai problème. Parce qu'on se retrouve avec une génération qui ne sait pas du tout comment fonctionne son corps, qui ne sait pas que la glaire cervicale, c'est quelque chose de normal, et que non, on n'a pas des mycoses. Et que... c'est des trucs vraiment de notre corps qu'on comprend plus et qu'on connaît plus. Et puis un autre effet secondaire, c'est que du coup, tu passes d'architecte à acupunctrice. Exact. C'est l'autre impact qu'un changement de contraceptif peut avoir sur les femmes. Donc, je pense que c'est ça. Un point d'attention. Tous les emplois qui commencent par A, c'est comme ça. ça switch automatiquement. Non, mais c'est hyper intéressant, à part ça, ce que tu dis par rapport
au rythme de vie, puis que tout d'un coup ça modifie ça. Ouais, hyper intéressant. J'avais jamais vu ça sous ce point-là. Alors à nouveau, moi ça me passionne d'ajouter ces variables-là à ma pratique. Ça me questionne aussi beaucoup parce que là je me dis mais en fait, alors je suis psy, mais il faudrait que je fasse une formation en nutrition et puis je sais pas, encore en 1000 autres choses. Alors le temps, peut-être ça viendra avec le temps, mais c'est vrai que c'est autant de variables qui sont hyper importantes. Et bah ouais, moi en tout cas j'invite n'importe quelle femme qui a des symptômes anxio-dépressifs, s'il y a une contraception, à se questionner là-dessus. Parce que c'est une variable à isoler, en tout cas. Il y a d'autres variables aussi qui m'intéressent. Sur tes stories, je vois que tu partages souvent des suppléments, des compléments alimentaires. Je voulais savoir un petit peu, peut-être toi, déjà, qu'est-ce que tu prends personnellement et quelles interactions tu vois aussi, notamment au niveau de la santé mentale. C'est hyper intéressant parce que pendant très longtemps, je pensais que la nutrition se suffisait à elle-même aussi et que du coup, si on mangeait bien, ça suffisait. Ce qui est plus vrai. Parce que du coup, on a appauvri les sols. Enfin, on retrouve un peu ce qu'on disait tout à l'heure de qu'est-ce qu'on fait et comment on mange bien. Parce que ça devient vraiment difficile. Et en appauvrissant les sols, on s'est rendu compte que du coup, on n'a plus assez... je sais plus exactement, mais c'est dans ces eaux-là. Une pomme d'il y a 50 ans, il faudrait qu'on en mange 4 maintenant pour qu'on ait les mêmes minéraux et vitamines. Donc en fait, personne va manger 4 pommes. Et si on faisait ça, on serait tous méga obèses. On pourrait pas remanger des doses aussi grandes de phyto... Bon, bref. Et du coup, pour moi, maintenant, malheureusement, on est à un stade où on a tellement appauvri tous les sols, appauvri tout, que c'est difficile d'être en santé sans avoir des compléments alimentaires. Donc c'est un peu triste, mais voilà, c'est quand même une réalité. Je pense qu'il faut faire des prises de sang. Il ne faut pas prendre des compléments alimentaires en se réveillant un jour et en se disant « Oh, aujourd'hui, je vais prendre du fer », parce que on ne sait pas en fait ce qu'on prend la plupart du temps. Et typiquement, les personnes qui vont décider demain de prendre du fer, il y a énormément d'interférences avec plein de choses. Et du coup, il faut être vraiment... avoir quelqu'un qui s'y connaît, qui puisse aider, que ce soit un naturopathe, un médecin, un micronutritionniste, bref, pas faire ça tout seul dans sa cuisine, je pense, à part pour 2 choses où je pense que tout le monde pourrait prendre, 3, les probiotiques. Les probiotiques font de la modulation du microbiote. On sait maintenant que en fait on a beaucoup plus de bactéries que de cellules. Donc, en fait, on est même plus notre microbiote que nous-mêmes, si on réfléchit bien. Les oméga-3, parce que je connais personne qui mange 4 fois par semaine des petits poissons d'eau de mer. Parce que du coup, les perches du lac, ça marche pas, parce que c'est pas d'eau de mer. Et le magnésium. Le magnésium agit sur... j'arrive pas exactement à trouver, parce que je lis soit 300, soit 500, donc on va dire 400 réactions enzymatiques du corps, qui sont assez poussées. Donc, ça va être... le muscle cardiaque, les muscles en règle générale, les contractions et le stress. Et en fait, on est dans une vie stressante, ne serait-ce que si on va travailler le matin, on a des bouchons, on a des heures, on a des rendez-vous. Et le magnésium, ça va être la première chose qui va être utilisée par le corps. Donc, je pense que ces 3 compléments-là sont malheureusement absolument nécessaires. Et les oméga-3 vont vraiment agir sur le niveau anti-inflammatoire. Ça veut dire qu'on a une alimentation qui est riche en oméga-6 et du coup, il faut venir un peu les compenser. Et encore, faut-il avoir de la bonne qualité d'oméga-3, mais c'est encore une autre question. Alors est-ce que tu as une qualité ou un type d'oméga-3 que tu recommandes ? Oui, je conseille les EPA DHA, c'est un type. Et d'ailleurs, DHA, c'est dépression, humeur, allaitement. Donc, il y a vraiment un lien direct entre les oméga-3 et la santé mentale. Donc, et l'allaitement, mais bon, voilà. Mais dépression, humeur, ça, on peut se souvenir comme ça. EPA, on n'a pas d'acronyme, mais DHA, c'est dépression, humeur, allaitement. Donc, ça peut être aussi une chose à ajouter. Il y a un livre qui est sur ma table là, qui s'appelle The Depression Cure. C'est un centre aux États-Unis qui traite la dépression sans antidépresseurs et à travers plein de piliers, notamment l'activité physique, les activités sociales, le sommeil.
La vitamine D, l'exposition à la lumière, luminothérapie. Et il y a un grand protocole au niveau des oméga 3, justement, et où il parle de à quel point en fait, notre consommation déjà est trop élevée en oméga 6, donc tout ce qui est céréalier, mais que aussi avant, ce qui était source naturelle d'oméga 3, comme les poissons et aussi le bétail, qui mangent de l'herbe, maintenant, c'est des choses qu'en élevage, on nourrit au grain. Donc finalement, ils sont aussi hyper riches en oméga 6. Donc... et ça revient, je crois, les oméga 6, c'est aussi inflammatoire au final. Exact, c'est ça. C'est nécessaire pour certaines choses, mais on en mange à nouveau beaucoup trop. Et on en revient à la question de la qualité. Une poule qui mange du soja, ça n'a pas de sens. En fait, ça ne devrait pas être le cas. Une poule, ça devrait manger des restes, des petits grains, de l'herbe. Enfin bref, ça devrait manger autre chose que du soja ou des céréales. C'est pas ce qu'elles sont censées faire. Et pourtant, c'est ce qu'on leur donne. Donc nous, on a le luxe ici d'avoir quand même des fermes. On peut avoir des poules qui ont été nourries aux graines de lin. Les graines de lin qui sont un type d'oméga 3 végétal pour ceux qui sont véganes, par exemple, qui n'est pas exactement pareil, mais qui est déjà fantastique. Parce qu'on a l'habitude d'utiliser, par exemple, de l'huile d'olive pour assaisonner à peu près tout et n'importe quoi, et on oublie qu'il y a une quantité d'huile qui est énorme. On a de l'huile de lin, par exemple, de l'huile de noix, de l'huile de pistache, on peut faire de l'huile avec n'importe quel oléagineux. Et du coup... ça peut être aussi une réflexion à se faire. J'ai pas envie de prendre d'oméga 3 ou j'ai pas envie d'avoir ce côté poisson. Enfin bref, on peut utiliser l'huile de lin. Ok. Et en variant certaines huiles, ça peut suffire ? Il faudrait qu'il y en ait de manière journalière quand même, pour l'huile de lin en tout cas. Et quoi qu'il en soit, varier les huiles, ce serait hyper intéressant. Et dans les études de nutrition que j'avais faites, en fait, ils disaient même... ce qui est important, c'est de ne pas les cuire, parce que sinon, ça dénature. Mais de faire un mélange, par exemple, huile d'olive, huile de lin, huile de noix, huile de colza, par exemple. Okay, ouais. Et du coup, en fait, quand on fait une salade, on se retrouve déjà avec toutes ces huiles-là et on n'a pas besoin d'être en train de faire tout le temps des mélanges. Juste d'avoir déjà un mélange qu'on ferait nous à la maison, avec des huiles pressées à froid, vierges. Et puis, voilà. Ok, donc ça revient finalement à amener de la variété. Exact. C'est un peu ce qu'on disait avant, mais donc c'est pas seulement pour les légumes ou ce qu'on mange, c'est même les huiles, les assaisonnements, quoi. C'est ça. Ok. Et bon, c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés, mais en tout cas de ce que je vois sur tes stories, c'est pas le cas. Toi, c'est quoi un peu que tu prends ? C'est quoi tes routines pour être en bonne santé physique et mentale ? Oui. Alors, ce qui est étonnant, c'est que moi, j'ai hyper mal mangé 2/3 de ma vie. Jusqu'à 21 ans, je n'avais pas de légumes dans mon alimentation. Zéro. Nada. J'aimais pas. J'ai décidé que j'aimais pas. Et puis, évidemment, en fait, on peut pas... On tombe malade quand on mange pas, quand on mange que de la viande et des pâtes, bizarrement. Et c'est en fait le fait que je sois tombée hyper malade qui a fait que j'ai commencé à me dire peut-être que l'alimentation, ce serait sympa d'aller creuser dedans. Et j'ai dû apprendre en fait à manger complètement différemment. C'est pour ça que je pense que c'est possible. Si je l'ai fait, d'autres peuvent le faire aussi, de passer d'une alimentation vraiment un peu crado à quelque chose de sain. Aujourd'hui. Donc, ce que moi j'utilise, c'est ce qu'il y a déjà dans mes analyses sanguines. Si je sais que j'ai une déplétion de telle ou telle chose, je fais une fois par an des analyses assez poussées, pas juste... on fait souvent faire vitamine D, qui est maintenant d'ailleurs plus remboursée. Mais aller chercher un peu plus loin dans les vitamines B, par exemple, la vitamine A, qui va servir à activer la thyroïde, qui est souvent... une partie sensible chez la femme. Donc, allez voir justement si j'ai pas juste une déficience là-dedans, et si c'est le cas, je vais me supplémenter en conséquence. Et sinon, toujours du magnésium, 400 mg par jour, toujours des oméga 3, toujours des probiotiques que je prends le matin à jeun. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il y a tout le temps. Et après, il y a les jus de légumes. Donc, les jus de légumes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la pomme, qu'il fallait 4 pommes pour faire une pomme. En fait, avoir des jus de légumes, ça permet d'avoir une quantité de nutriments qu'on n'aurait pas dans une salade, par exemple. Si je prends un jus de légumes, par exemple, je vais mettre, une courgette, une betterave, 6 carottes, du gingembre, une orange. Je serais incapable de manger ça. Alors qu'en fait, ça va faire un petit jus, et puis du coup, qui donnera une quantité énorme et qui, pour moi, fait partie plutôt de l'alimentation que du supplément, mais qui reste quand même...
Voilà, c'est un truc qu'on ajoute en plus. Au niveau des analyses sanguines, c'est quelque chose, moi je demande souvent aux personnes qui viennent me voir s'ils ont fait des analyses, et elles me disent tout le temps oui, mais tout va bien, il n'y a aucune carence. Comment est-ce que c'est possible? Est-ce que ça suffit vraiment une analyse sanguine pour voir tout ce qui est nécessaire ou... Le problème, c'est que si on demande ça à notre généraliste, il va faire en fait ce que lui, il a son ordinateur et il va faire analyse sanguine et il va appuyer dessus. Et puis c'est vraiment une base qui va analyser le sang, qui va analyser par exemple les globules rouges, les globules blancs, comment fonctionnent les reins, comment est l'insuline à jeun si c'est un petit peu plus poussé. Avant, il y avait la vitamine D, le fer. Et en fait, ça s'arrête un peu à là. Donc, si on ne va pas chercher quelqu'un qui fait des analyses un peu plus poussées, en fait, on ne saura pas. Donc, soit on se base sur des analyses de sang, soit maintenant, il existe des analyses de cheveux aussi, qui permettent de voir, justement, en fait, vu que le cheveu, il pousse, de voir sur le long terme qu'est-ce qui est en déplétion. On peut faire aussi un peu à l'aveugle. Ça veut dire que, typiquement, les personnes qui ont des crampes, manque de magnésium, c'est sûr. Des personnes qui ont l'œil qui fait comme ça de temps en temps, ça va faire de petits soubresauts de la paupière, c'est déjà des signes de carence très avancés en magnésium. Donc on ne peut pas trop se tromper en faisant ça. On sait déjà que ça peut être un signe. Donc on peut y aller à l'aveugle, mais c'est pas le plus intéressant parce que typiquement, si on fait pas attention, on peut faire plus de mal que de bien. Si on prend trop de suppléments en fer, on reprend cet exemple-là, les femmes sont souvent en manque, mais du coup, le fer est un oxydant. Donc on va recréer un autre problème. Donc oui, on va prendre du fer, mais qu'est-ce qu'on prend pour le côté antioxydant ? Si on sait, on pourrait prendre par exemple du NAC ou du CoQ10, qui sont deux compléments alimentaires. Mais à force de prendre du fer, du coup, ça va faire des déplétions en zinc. Et du coup, si on reprend du zinc, ça fait des déplétions en cuivre. Donc il faut quand même faire attention et pas faire n'importe quoi et jouer les apprentis sorciers, quoi. Et, du coup, tu conseillerais de se tourner vers quel type de profession pour faire ce genre d'analyse ? Il n'y en a pas énormément en fait qui font ça, donc les micronutritionnistes, c'est ceux qui sont le plus aptes à faire ça. Il commence à y avoir pas mal de naturaux aussi qui vont faire ce genre de choses, certains toxicologues, donc c'est rare aussi d'en trouver, mais en fait ça existe, ou des médecins qui font de la médecine intégrative. Donc ça commence un petit peu à fleurir, et certains nutritionnistes, j'imagine, qui sont spécialisés, et encore. Ok. Et toi, tu en fais ? Moi, je mets ça gentiment en place. Donc, à ce jour, à cette heure-là, c'est pas encore... Enfin, c'est que pour les patients qui viennent me voir en acupuncture où on pousse un peu plus si nécessaire. Bientôt, je pourrais faire ça, du coup, en ligne ou d'une autre manière pour les personnes qui ont peur des aiguilles, entre autres, ou qui veulent aller fouiller un petit peu plus loin. Je pourrais faire ça tout bientôt. Donc, il faut te dépêcher avant que la vidéo sorte. Là, il va falloir ouvrir une hotline de demande. Exact. Mais c'est hyper intéressant parce que, à nouveau, il y a aussi tous ces freins entre les thérapeutes, ce qu'on prodigue, les conseils qu'on propose, puis après, l'accès. On dit aux gens, prenez soin de votre santé mentale, allez consulter un psychologue. Puis après, tu mets 6 mois pour déjà avoir une réponse de quelqu'un et puis après, trouver un rendez-vous. Pareil pour les analyses sanguines. Où on se dit qu'on va faire pas bien, on va juste chez notre médecin généraliste qui fait peut-être pas plus attention que ça. Et puis finalement, les clients ou les patients se perdent un peu en route. Donc c'est bien de savoir chez qui se tourner. Et c'est pas que le médecin, c'est pas qu'il a pas envie. En fait, c'est juste que c'est pas sa spécialité. Souvent on me dit mais pourquoi mon médecin il a pas fait ça, il est nul. Et je suis là, mais non, c'est juste en fait on peut aider que avec ce qu'on connaît. Et moi, j'ai voulu aller fouiller, c'est pour ça que je connais ça. Sinon, en tant que pure acupunctrice, j'en aurais eu aucune idée non plus. Donc, les corps de métier, ils essayent pas de pas faire les choses bien. C'est juste que ça va très vite et que du coup, la médecine, elle change constamment et que
si on n'est pas un peu... Moi, j'ai de la chance de parler plusieurs langues, donc en fait, je vais fouiller dans les autres langues ce qu'ils font, et notamment en Amérique, où ils sont quand même bien 10-20 ans en avance sur nous, et du coup, si on se base sur leur protocole, en fait, on a une quantité d'informations qu'on n'a pas forcément ici. Donc déjà, ça peut être une barrière de langue. Enfin, c'est pas fait pour nous embêter s'ils font pas les prises de sang correctement, quoi. On arrive gentiment à l'heure d'entretien. On pourrait encore continuer un moment sur ces questions-là. Moi, j'invite les gens qui ont envie de creuser à peut-être aussi soit te contacter directement, mais ou aussi venir consulter tes réseaux sociaux et tout le contenu que tu proposes en ligne, parce qu'il y a beaucoup de choses. Où est-ce qu'on peut retrouver Elisabeth Da Silva ? Alors, je pense que le mieux, ce sera sur mon Instagram. J'ai un site internet que je ne mets pas trop à jour. Donc, mon site internet, c'est DS, comme les initiales de Da Silva, acupuncture, ds-acupuncture.ch. Et sinon, sur Instagram, c'est Elisabeth. Alors, ça s'écrit Elisabete, il n'y a pas de H, _DS. Peut-être qu'on mettra ça dans les notes. Absolument. Ça a l'air un peu compliqué, personne ne sait écrire acupuncture, en plus c'est avec des U au cas où il n'y a pas de O. Et je pense que ce sera le mieux, c'est où je mettrai le plus à jour. Et peut-être que je vais créer une formation où je parlerai de tout ce qu'on vient de dire, où on va pousser très très loin la compréhension des choses, la compréhension des hormones. Est-ce qu'il faut prendre la pilule, est-ce qu'il faut pas, quoi, comment. Donc vraiment un truc très poussé. Peut-être, je ne sais pas. Il faudrait me suivre pour avoir une idée. C'est pour mettre un peu de suspense. Exactement. Mais en tout cas, non, moi j'encourage les gens à venir te suivre. Moi je produis beaucoup de contenu, je consomme assez peu finalement sur les réseaux sociaux, mais je regarde souvent un peu ce que tu proposes, parce que justement, c'est un peu ma petite formation continue et puis tout d'un coup je vois un truc juste avant une consulte, puis comme ça je peux le sortir après. Puis, on se dit que je suis un expert en hormones, donc déjà merci pour d'être venu pour l'entretien. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, et puis à bientôt, j'espère. Oui, à tout bientôt. Merci.